Bonsoir, bienvenue à l'UTHC TV. Nous sommes le vendredi 9 septembre, il est 20h et voici l'épisode 8. Bonsoir tout le monde, 8e épisode de l'UTHC TV. Vous pouvez voir derrière par les fenêtres, il fait noir. On est vraiment rendu au moment où les coureurs vont entrer dans la nuit, les lampes frontales vont s'allumer. Nicolas, très content de te retrouver. Tu es le grand Manitou derrière cette UTHC TV et c'est la première fois que tu entres en ondes. Il était temps. Moi, je te l'avais dit avant l'UTHC TV, là, je prends une note personnelle, mais j'avais adoré l'année passée terminer ce vendredi soir là, ensemble à analyser, à se faire passer des papiers parce qu'il y a des updates qui rentrent. C'est le bout de la course qui devient intéressant. On reproduit ça cette année. Très content d'être là. Salut Yannick, moi je suis super content aussi d'être là. Ça me fait plaisir, ça me fait une pause. Oui, c'est ça. Quand tu es en onde, tu peux pas être sur ton cellulaire en train de gérer autre chose. Donc c'est bien. Il est ouvert. Donc, on a plusieurs vidéos qui sont rentrées. Ça rentre au compte-gouttes. On sait c'est quoi l'UTHC. Hein? Il y a des sections qui n'ont pas beaucoup de signal. Donc, on a des vidéos qui rentrent à retardement. Avec un petit remerciement au passage à tous les vidéastes. On a plein de monde sur place, les reporters, les vidéos GoPro qui rentrent, etc. On a des belles images. On ne peut pas tout vous montrer d'ailleurs parce qu'on en a trop, mais c'est pas mal. On en a quelques-unes. Est-ce qu'on se lance là-dedans dès maintenant? Je te passe la poutre. On va faire. Tu disais qu'il faisait nuit. Alors effectivement, il fait nuit. On va faire un petit retour en arrière pour se retrouver au niveau d'un des points symboliques de ce 125 de l'UTHC. Vous voyez le sommet des Morillos, la montagne la plus technique du parcours. Là, on voit Elliott Cardin qui est arrivé en tête. Il a assez rapidement pris la tête sur cette épreuve. On l'a dit dans ses émissions, il a clairement annoncé la couleur. Ça fait 4 ans qu'il veut gagner cette course. Cette année, il pense que c'est son année, donc il y va pour gagner et il a pris les devants très rapidement. Il est suivi ici, en tout cas à 4 minutes, par Florent Beaufils, un Français, un Breton, qui était, sur les vidéos en tout cas, il semble pas top shape, mais il est quand même deuxième depuis un bon bout. On va voir que les choses ont changé. Vous voyez, sur la vidéo, il est un petit peu... c'est pas un type de foulée que tu veux avoir. Il court plus en tout cas. Course, ouais. Voilà. Alors là, en fait, on a vu Florent et on avait vu avant, sans que je le cite, Jacob Barry-Arnasson, deuxième l'année dernière du 125. Visiblement, ça a l'air d'être un métronome, il connaît sa course, il se préoccupe pas des autres, il avance bien. Ce sera à suivre, on va voir comment Florent va gérer sa course. A priori, il est un petit peu fatigué. Sur les vidéos que vous voyez à présent, ce sont les femmes. On voit ici Mylène Sans Façon, elle est passée en tête. Sans souci, j'ai confondu avec Gabrielle. Elle est passée en tête au sommet des Morillos. Vraiment, elle a l'air d'être concentrée et elle est passée devant Priscilla Forghi. Là, vous la voyez, Priscilla, au sommet des Morillos. Et la vidéo d'après, on la voit dans la descente des Morillos. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une station d'eau au pied des Morillos, on monte la montagne, on redescend la montagne et on arrive au ravito de la Marmotte. C'est là où les pacers entrent en jeu. Et là, on voit donc Priscilla. Ce qu'on a eu aussi, c'est que Mylène est passée extrêmement rapidement à la Marmotte, s'arrêtant quasiment pas, alors que Priscilla a pris une dizaine de minutes, paraît-il. Mais je pense que l'écart, c'est pas creusé tant que ça quand on regarde en ce moment les chiffres des passages. Mais on voit la stratégie de course de Priscilla de prendre le temps. C'est un bon moment parce qu'après ça, on entre dans la nuit puis c'est là que la course commence. Eh ben, tu parles de la nuit et là on voit de nouveau Elliott, on va un peu vite là, mais Elliott vient à l'instant, on a pris l'antenne, on a eu cette vidéo à l'instant. Vous voyez donc Elliott Cardin, premier du 125 km du 125 de l'UTHC. Il est à la mi-parcours, kilomètre 60, il est au haut de gorge et vous le voyez là, il prend un petit peu de temps pour s'arrêter, mais ce qu'on nous a dit c'est qu'il est reparti très rapidement. Alors, on discutait avec Mathieu Blanchard, qui est dans ses locaux tout à l'heure. Il est allé courir un petit peu dans les Morillos avec Elliott. Elliott était dans les Morillos dans un mood hyper négatif. Physiquement, a priori, ça va bien, mais dans la tête, ça rageait pas mal. C'est une spirale dans laquelle il semblait être. Après ça, c'est encore tôt dans la course. Le vent peut changer de côté. Tout finit par passer, mais c'est sûr que c'est tôt dans la course pour être déjà dans cette spirale-là. Par contre, les images qu'on vient de voir de son passage au haut de gorge m'encouragent quand même parce qu'il avait l'air assez bien. Il a l'air bien, il parle bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il est avec un drop bag.
pas de pacer, alors que les coureurs pouvaient avoir un pacer jusqu'au haut de gorge. Un drop back, donc pas de cruise de ce qu'on a vu. Il y a l'équipe qui l'aide à d'autres endroits, mais passe quand même à la mi-parcours, qui, on se rappelle, l'année dernière, avait été un moment très difficile dans la course. Avec le changement d'heure, le départ qui était de jour, faisait que les hauts de gorge deviennent une mi-parcours difficile parce que pour la tête de course, c'est l'entrée dans la nuit. Et pour les coureurs-coureuses qui savent ce qui s'en vient, c'est une portion difficile de jour, encore plus peut-être de soir, parce que là, on embarque sur une portion qui est très difficile, assez technique, très longtemps avant de voir un deuxième ravito. Donc, c'est une entrée dans la nuit qui est difficile pour les athlètes. Elliott, l'année passée, c'est là où ça avait un peu dégénéré et il avait finalement décidé d'abandonner au Coyote. Donc, on va voir comment cette portion-là va la travailler. Le connaissant, Elliott, c'est un gars qui a probablement réfléchi, analysé sa course de l'année passée. Je ne serais pas surpris de voir Elliott dans cette portion-là réagir différemment de l'année passée. Puis ce qu'on voit aussi, c'est au niveau du temps. Il a à peu près une demi-heure d'avance sur le deuxième, qui n'est pas encore lui arrivé au haut de gorge, Jacob Barry Arnason. Deuxième, je le répète, de l'an dernier au final. Visiblement, le garçon est dans sa course et il pourrait faire encore un bel exploit ici. Et on a du changement à la troisième place, au ravitaillement de la Chouette. Donc c'est autour du kilomètre 50. Ouais. Plus de Florent Beaufils, le Breton, qui a été dépassé par Gabriel Sanfaçon, un autre qui a les crocs, qui a très envie de cette course depuis un moment. Exact. Il l'a expérimenté. On remarque qu'il court avec Yannick Bernard, dont on avait parlé dans nos têtes d'affiche en début du THC-TV. Les deux sont passés exactement à la seconde près au même moment, donc on comprend qu'ils doivent courir ensemble. On l'avait dit, Yannick, c'est un gars qui va avancer à son rythme, qui va peut-être jouer au Pac-Man en deuxième partie de course, semble très solide. Puis Gabriel Sanfaçon est un autre gars qui a beaucoup d'expérience, donc ça va être intéressant de les voir continuer de progresser, passer les hauts de gorge, mais ça semble bon pour le moment. Puis des fois, de faire un binôme comme ça dans une portion de course plus difficile, arriver de la nuit, on a un body avec qui parler, ça peut être une belle stratégie pour les deux coureurs. Ben surtout pour deux expérimentés, deux qui connaissent bien le parcours et qui savent gérer la course. Ça peut être un très très bon un très bon plan pour aller au bout et monter sur le podium. Ce que je vois aussi ici, c'est que depuis un petit moment, Mylène Sans Souci et Priscilla Forgis sont top 10 au général. 7e pour Mylène, qui fait pour l'instant une superbe course, et 9e overall au classement général, donc pour Priscilla Forgis. Un petit mot peut-être sur les abandons, il y en a quand même beaucoup. Tout à l'heure, quand j'ai dit il y a 25 abandons, il y a beaucoup de monde derrière les caméras, puis on a entendu « Oh, 25 abandons !» C'est vrai que c'est beaucoup à ce moment de la course. Exactement, et des coureuses, des coureurs qu'on voyait dans les têtes d'affiche de la course. On parle d'une Claudine Soucy qui a abandonné, Victor Larocque qui était des favorites. Vraiment. Clairement. Ensuite, on a Tommy-Anne Côté qui a abandonné, Jean-François Poulain. J'ai vu un nom, Lynn Bessette aussi. On a su qu'elle a fait une grosse chute. Qui a décidé d'abandonner dans le coin des Morios. Puis pareil pour Victor Larocque, il paraît qu'il a fait une grosse chute sur le dos. C'est une info qui est rentrée. Donc on sait que c'est un parcours qui est difficile. Les Morios, c'est une belle place pour glisser, tomber. C'est une descente extrêmement abrupte, extrêmement difficile. Si c'est un peu humide au sol, c'est pas long qu'on tombe sur le dos. Oui, puisque j'ai eu une discussion hier avec des Français qui venaient avec beaucoup d'appétit. Puis la remarque des gens de l'extérieur, c'est souvent le profil est quand même, ça n'a pas l'air folichon, les montées sont courtes, etc. Oui, mais le sentier est hyper technique, il y a des racines partout, il faut être ultra vigilant, c'est difficile de regarder le beau paysage parce que sinon tu loupes. Et donc ça provoque des chutes ou des chevilles qui vrillent. Exact, des fois de penser que d'analyser le kilométrage et le dénivelé, c'est la seule façon de voir si ça va être roulant ou pas. Pas à ricanant en tout cas, puis on l'a vu année après année des coureurs qui arrivent peut-être avec une certaine confiance, pensant, regardez le profil, 4000 mètres de D+, sur 125 km, ça va y aller. Pas tant que ça, puis la première moitié a des portions très difficiles, les Morios, c'est peut-être l'Everest de ce parcours-là, la portion la plus difficile, mais par après, c'est pas facile non plus, hein? On alterne dans des sentiers plus roulants, puis là, on sort du sentier, on tombe dans du technique. Difficile de prendre un beat dans cette deuxième moitié. Et on court à peu près tout le temps. C'est vrai qu'on en a vu un petit peu marcher dans le sommet des Morios, parce que c'est une partie technique, mais en tout cas, les meilleurs coureurs, normalement, devraient à peu près courir partout, s'ils sont en forme. Donc ça, c'est difficile. Courir vraiment sur 125 km,
c'est un défi. Exactement. Puis, tu sais, les Moreos, très abrupts. Donc, oui, la plupart des coureurs sont en power hike, on monte à la marche. Les noyers, le sommet qui suit, au contraire, là, c'est une montée. La noyée, pardon. C'est un sommet qui peut se courir du début à la fin, mais ça rentre dans les jambes parce que c'est quand même une bonne grimpe. Assez roulant, donc il faut y aller. Puis pour gagner cette course-là, pour bien performer, il faut courir, mais ça rentre dans les jambes. Puis c'est tôt dans la course. Puis c'est ce qui est arrivé, je le répète, l'année passée, au Haut-de-Gorge. On avait beaucoup d'athlètes qui étaient arrivés démolis. Exactement. Je faisais une petite actualisation pour voir si Rien de nouveau. On avait un deuxième au Haut-de-Gorge, mais c'est assez logique puisque Elliott avait 30 minutes d'avance et il est arrivé au Haut-de-Gorge au moment où on prenait l'antenne, c'est-à-dire il y a 10 minutes. On devrait avoir des updates au 9e épisode à 21h parce que là, selon les temps approximatifs, ça devrait rentrer cette tête de course-là dans les prochaines minutes. Est-ce que c'est le moment où on tombe d'un duo à un trio? Une athlète, une coureuse de la France que vous connaissez très bien pour plein de raisons, pour avoir plein de sujets à parler avec elle, Alix Noblat. Nous t'accueillons sur le plateau de l'UTHC TV. Salut Alix. Salut. Prends place. Bonsoir. Installe-toi. On est ravis de t'avoir avec nous. C'est un plaisir réciproque. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. L'UTHC, première course québécoise de trail l'été, je dirais, parce qu'il y a eu l'hiver. Comment tu te sens à l'approche de ce 65 Il n'y a pas l'UTHC l'hiver, hein? Non, il y a eu une course de trail l'hiver. Ah, pas encore, est-ce qu'on est en train d'avoir des scoops? Moi, ça me tenterait, moi. En tout cas. Donc, à 24 heures et moins, 12 heures de ce départ-là, comment tu te sens devant cette course-là qui est un peu de l'inconnu pour toi? Eh bien, écoute, je trouve que le thème de la découverte me va à merveille, en fait, tout simplement. J'ai hérité d'un accueil vraiment hyper chaleureux et je tiens vraiment à vous remercier, à remercier la communauté, l'UTHC pour l'invitation parce que franchement, j'ai même pas l'impression en fait que je vais courir demain 65 km, j'ai juste l'impression que je suis là pour le party. Et, et non, c'est... D'ailleurs, tu as trinqué tout à l'heure, je sais pas. Évidemment, ouais. C'est juste pour me faire... à l'entourage, tout ça. Mais non, j'ai que des... Les feux sont ouverts. Je vais sûrement prendre énormément de plaisir. Tu suis une des personnalités très connues et très appréciées ici, Mathieu Blanchard. Je le disais, vous êtes des coéquipiers. On s'était parlé un peu plus tôt dans l'année, puis tu m'avais raconté que vous avez à un moment donné fait un petit conciliabule de couple en se disant qu'est-ce qu'on fait avec ta carrière, Mathieu, et toi je vais te laisser me dire ce que tu m'avais dit à cette époque-là. Tu t'en souviens plus? Alors moi je m'en souviens. Ah oui, il faut que tu me drives et tu avais dit je veux qu'on mise sur ta carrière et je veux tout faire pour t'aider comme coéquipière à aller chercher ton plein potentiel. Je vois très bien de quoi tu parles. En fait, Mathieu, il vit le trail, il respire le trail, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et on était à un stade, c'était juste après, je crois, l'UTMB et sa 3e place. J'avais envie qu'il ait confiance en moi et qu'on regarde vraiment dans la même direction. Et moi, j'étais vraiment prête à mettre tout en œuvre pour que tous les curseurs en fait, soient mis à fond et qu'ils puissent performer. Et c'est pour ça que j'aime pas qu'on dit... J'ai reçu énormément de messages suite à sa 2e place. Oui, dans l'ombre d'un grand homme, il y a une grande femme. Je me sens vraiment pas dans l'ombre, en fait. Moi, j'ai dit que tu étais une coéquipière. Mais c'est ça. Je trouve que c'est comme ça que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On regarde tous les deux dans la même direction. Moi, je l'aide un tout petit peu. C'est lui qui court. Hein. C'est pas moi. Mais je fais en sorte que sa charge mentale soit... toujours dans le positif, j'essaye d'optimiser un petit peu aussi la nutrition, de faire des bons petits plats, des trucs comme ça. Et je le fais vraiment avec passion, avec le cœur, et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc, Tu dis que c'est lui qui court, mais je sais qu'on t'en parle beaucoup en ce moment parce que toutes les caméras étaient sur toi au moment de l'UTMB il y a 2 semaines. Vous êtes devenus les spécialistes l'un et l'autre des ravitaillements express, les ravitaillements Formule 1. Pour t'avoir vu à plusieurs reprises, tu es pleinement impliqué là-dedans. Est-ce que Mathieu sent Alix sur la capacité à aller vite, à le remobiliser aussi quand c'est nécessaire? Est-ce que c'est le même Mathieu? Donc est-ce que les minutes qu'il gagne au ravitaillement, c'est pas toi qui est derrière ça? Je pense qu'à son niveau, c'est un facteur, le ravitaillement assisté.
c'est un facteur de performance. C'est encore une autre discussion d'avoir des assistances quand on n'est pas athlète de haut niveau, c'est encore autre chose. Mais au niveau de Mathieu et des athlètes élites, je pense que ça rentre vraiment. On le voit, les gars, le staff en logistique calcule qui est resté le moins longtemps. Cette année, c'est nous. Et l'année dernière aussi, c'était vous. Ah ouais, voilà. L'année dernière, j'avais plus question de ça. Et le ravitaillement Fast and Furious, on l'appelle avec Mathieu, on l'a renommé comme ça, il convient à Mathieu. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une stratégie que moi, je conseille de reproduire chez vous, entre guillemets. À la maison. À la maison. Dans le sens où c'est vraiment, ça lui convient. C'est quelqu'un qui est hyper actif, il veut que ça aille très vite, il veut que ça soit droit. Donc, en fait, moi, je réponds à la demande tout simplement et il a confiance, les yeux fermés dans ce que je fais. Peu importe ce que je vais dire, peu importe. On est à un stade où, en fait, je sais en fonction de comment il va bouger, comment il va arriver dans le ravito, s'il me regarde, etc. C'est ce qui s'est passé à Trion. Il me regarde, il est arrivé dans le ravito, il ne m'a pas regardé, il n'y a pas eu de contact visuel. Là, j'ai su qu'il y avait un petit pépin. Tout ça, on se connaît par cœur. Et je le connais par cœur, je le connais quand il court, quand ça va bien, quand ça va pas. Donc voilà, j'ai cette faculté de pouvoir m'adapter et lui a totalement confiance en moi. Donc c'est un duo qui fonctionne plutôt bien. Vas-y. Non, j'allais dire, en fait, tu parles de la stratégie Fast and Furious, puis ça a été beau de voir que des fois, il faut déroger de cette stratégie-là quand ça va moins bien. Puis il y a eu plein de beaux moments de cette UTMB-là. Le moment partagé entre Kylian et Mathieu, on a vu des photos partout. Mais moi, un des trucs qui m'a touché le plus le lendemain de la course, c'est quand j'ai vu l'enchaînement de photos à ce ravitaillement-là où on voit Alix qui patiente, Mathieu qui arrive, ça n'a pas l'air de bien aller. Et le regard que tu as quand tu le regardes, on comprend dans ces quelques instants-là toute la force avec laquelle tu essaies d'être, je sais pas comment dire, neutre toi là-dedans, puis de le ramener, puis lui qui est très rempli d'émotions, Mathieu qui quitte et toi qui fond en larmes. J'ai trouvé que c'était une des plus belles images de cette course-là qui exposait le plus ce qu'est l'ultra, le travail entre le coureur et le crew. Mais l'intensité du crew, puis je le répète tellement souvent, c'est un travail difficile. Et la première personne qui m'a dit qu'être un crew, c'est un travail difficile, c'est Mathieu Blanchard. Il m'avait dit ça en Gaspésie. Je l'avais vécu cette fin de semaine-là. Et on l'a tellement vécu quand on t'a vu à Trian, je pense, justement, vivre cette intensité-là, puis toi, le vivre personnellement après ça, difficile. Je trouve que tu décris ça super bien, Yannick. Et je me suis fait le même commentaire. Ce que je disais à Mathieu, c'est que pendant sa course, il était déterminé, comme jamais. Le regard était déterminé. Quand il arrive au ravitaillement, il lâche ça. Et c'est Alix qui prend la détermination. Le regard dont tu parles, c'est Alix qui change de regard. Et Mathieu, pendant cette période-là, est un peu plus ému volontiers. Il repart déterminé, les émotions sont passées, et puis l'émotion est transférée. C'est assez, le ballet est assez amusant à voir. Bon, si on parlait de toi, oui. Est-ce que le rôle que tu joues, finalement, l'apprentissage que tu fais du trail, est-ce que ça t'aide pour toi, pour ta course? Et est-ce que ça va t'aider, par exemple, pour une course comme pour demain, qui va être une grande première sur cette distance de 65 km? Eh ben écoute, déjà oui, le trail, ça m'a énormément aidé. C'est ce qui, il y a 2 ans, quand j'ai perdu ma petite sœur, ça m'a vraiment aidé à faire mon deuil. Vraiment, j'avais besoin, je ne pouvais plus rester enfermée dans ces salles de crossfit entre 4 murs. J'avais besoin de grand espace et j'avais besoin de me sentir vivante. Et quoi de mieux que du gros D+, des gros terrains techniques et le grand air pour pouvoir faire ça. Et ce que j'aime dans ce sport, c'est qu'en fait, je ne suis pas du tout de base. Quand tu me regardes courir, j'ai pas du tout une foulée instagrammable. Je cours les genoux en dedans, les pieds de travers, et en fait, je trouve ça vraiment fun. J'ai l'impression d'être un enfant qui commence à marcher parce que chaque sortie, j'apprends sur moi, j'apprends en fait sur ma capacité à courir, etc. J'apprends sur ce sport qui m'apporte tellement aujourd'hui. Les rencontres que je fais chaque jour, pour moi, c'est tellement fort. Et puis oui, c'est repartir de zéro. Et puis je me prends des claques pendant les courses, on adore ça. Je pars à chaque fois trop vite. Et puis à chaque fois, je me dis, il faudra pas que je le refasse et je refais les mêmes bêtises. Donc finalement, le coaching que tu fais de Mathieu, ou le regard que tu as de la course de Mathieu ne te sert pas parce que tu fais les mêmes bêtises. Enfin, tu fais pas les mêmes bêtises, tu fais des bêtises. Ouais, c'est toujours plus facile de dire aux autres, oui. Pars pas trop vite surtout. Et puis au final, tu te retrouves à partir à fond parce qu'il y a l'engouement et que tu as envie de... C'est comme ça, mais quand même, en un an, j'ai énormément appris. Il y a des choses que je fais plus, bien évidemment. Et puis demain, c'est sûr que je partirai pas à fond parce que ça va être la première fois que je cours une aussi longue distance, on va dire en vrai trail, en dehors de l'étape longue du marathon des sables. Mais voilà, aucune appréhension de ce côté-là. Je suis bien encadrée, j'ai de très bons conseils. Donc,
Est-ce que tu as des craintes pour demain? Y a-t-il des éléments que tu ne connais pas? Il y a une part d'inconnu qui te stresse ou tu t'en vas là-dedans pour découvrir et t'amuser? J'ai vraiment zéro pression. Vraiment, c'est vraiment la découverte, l'amusement. Et j'ai pas du tout la même pression que je me suis mise à l'OCC. OK. Ça a été une période très compliquée pour moi le mois d'août. Et l'OCC, j'abordais ça vraiment une À semaine... l'UTMB pour Pardon, ceux qui excusez-moi, éventuellement... j'avais une semaine avant, je voulais plus participer. Ah, J'ai eu ouais. un gros moment de down, de crainte. Et puis là, en fait, non, je trouve ça hyper ressourçant ici. Il y a plein de gens qui... Je sais pas si c'est ici la mentalité qui fait que... En fait, j'ai envie d'aller courir et de me faire plaisir. Et c'est arrivé... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc là, j'ai vraiment hâte de prendre le départ pour ça. Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu as réfléchi à comment... Ok. Non, la stratégie, c'est juste de ne pas partir trop vite, de bien penser à manger, à m'hydrater, et puis surtout de ne pas arriver décapité comme à l'OCC. Non, j'ai envie d'arriver avec le sourire, de pouvoir partager une bonne pinte avec tout le monde, et puis voilà. Une bonne pinte avec tout le monde, hein, pas une pinte avec tout le monde à chaque fois. Ouais. non, je rigole. Non, mais voilà, quoi, j'ai envie de passer un bon moment et de ne pas être dégoûtée. J'ai envie d'être fière de moi, avec le sourire, ça ira très bien. Ceci dit, tu vas arriver juste avant le gros show de demain, parce que là, il y a au Mont Grand Fond un show avec un groupe, avec une animation, beaucoup de monde. Ça fait du bien parce que on est passé, les 2 dernières années ont été un petit peu difficiles quand même. Et là, la communauté se retrouve et c'est vraiment le fun. Le 65 est extrêmement bien positionné dans la fin de semaine. Vraiment. Il part à une heure qui a de l'allure, c'est déjà ça. Alors que les 8h30. fois d'autres distances, c'est plus difficile, c'est tôt, c'est tard. Et il se termine pour la plupart des gens dans un horizon qui permet d'arriver au moment où il y a le plus de gens, au Mont Grand Fond, au moment où c'est le party, puis là avec un spectacle en plus. Le groupe va t'accueillir. Tu vas pouvoir prendre C'est les mon pintes avec objectif. autant de personnes que tu veux. Mon objectif, c'est d'arriver à temps pour... on m'a dit aussi que le 28 était vraiment fun, il y avait des gens déguisés. Le 28 en duo Oui. de soir, nuit, de tout nuit. à fait. Ouais. Donc mon objectif, c'est d'arriver avant ce départ-là. On a d'ailleurs dans nos caméramans de luxe Guillaume Barry qui sera avec son ami René Morissette sur ce 28. Il nous a promis un déguisement rocambolesque. Et pour la petite histoire, parce que Guillaume Barry, René Morissette, c'est des figures assez connues de notre communauté, René courra demain avant de faire son 28, le 42 Saint-Siméon, parce qu'il va valider le balisage. Pendant ce temps-là, Guillaume est en train de pacer Sébastien Ashliman et court sur le parcours prendre des images. Fait qu'on s'attend à un 28 de 2 gars un peu cassés, mais déguisés d'une façon on va faire oublier aux gens qui courent un peu croche parce qu'ils ont beaucoup de kilomètres dans les jambes déjà. Et il accompagne Marjorie, qui est aussi dans l'équipe pour le 42 de Saint-Siméon. En passant, Guillaume Barry a gagné le 125 km il y a quelques années de l'UTHC. Exactement. On ne sait pas s'il va courir plus de kilomètres cette année avec toutes ces affaires-là ou la fois qu'il a fait le 125. C'est la question. On va voir son Strava à la fin de semaine. Avant de quitter, Oui. les 4 premiers sont passés à la mi-parcours, au Haute-Gorge. Pas de changement par rapport à la Chouette. Elliot Cardin est donc même déjà au jet bleu, donc le ravitaillement suivant, qui est un point d'eau. Donc suit Jacob Barry-Arnasson, Gabriel Sans Façon et toujours avec Yannick Bernard dans ses pattes. Intéressant. Ça va promettre pour ce qui s'en vient cette nuit. On se revoit, nous, à 21h pour un dernier update, une dernière mise à jour et un dernier épisode de l'UTHC TV pour aujourd'hui. Bien sûr, on va reprendre demain. On se revoit, Nicolas, dans une trentaine de minutes pour ça. On rappelle qu'il faut continuer de faire des dons pour la sclérose en plaques. C'est la cause, c'est la raison d'être de l'Ultra Trail Arikana. Et c'est pas parce que l'objectif est déjà atteint qu'il faut pas continuer. Il y est pour l'objectif atteint, mais là, ce qu'on veut, c'est... On est un peu plus de 140 000. L'objectif était 125 000 $. On a atteint un peu plus de 140 000 à l'heure qu'il est. Mais si vous allez sur arikanasp.ca, vous pouvez faire un don et vous pouvez dépasser le record, dépasser 150 000. C'est notre objectif ici à l'UTHC TV. On a envie de rendre hommage à Sébastien Boivin de cette manière-là. Exact. Puis s'il vous manque une raison, puis vous avez besoin d'en savoir un peu plus pour avant de donner, allez écouter l'épisode 2 de l'UTHC TV si ce n'est pas encore fait. Difficile de garder les yeux secs en écoutant ça. Bref, allez écouter ça. Merci beaucoup, Alix, Merci, Alix. Merci à vous. d'avoir fait un peu les prolongations parce qu'il va falloir faire le dodo avant la course quand même. Non, c'est le plein de good vibes, ça me fait beaucoup de bien, c'est cool. Nicolas, Alix, merci et on se revoit tout le monde à 21h. Salut! Bye.